Bonjour à tous et toutes. Le livre qu'on va vous présenter, avec son auteur, est sans doute, en tout cas de ce que j'en connais, le plus complet sur la radicalisation des djihadistes et sur les premiers pas des efforts de déradicalisation. Le mot n'est pas, vous le dites d'ailleurs, le plus adapté. On se souvient, en tout cas pour ceux qui ont un peu de mémoire de ce débat, des échanges un peu symboliques entre Gilles Kepel et Olivier Roy autour de radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité. On avait d'ailleurs fait un midi de l'IREMO sur ce sujet avec Michel Viviorca. Et j'avais d'ailleurs moi-même fait avec Akram Belkaïd une enquête dans le monde diplomatique il y a 5 ans. J'étais étonné que ce soit si loin, mais le Covid rend les distances plus difficiles à apprécier. C'était dans le monde diplomatique de 2017 sous le titre « Le djihadisme sous la loupe des experts ». En tout cas, Eliamin Setoul, avec ce livre, va beaucoup plus loin, pour dire les choses d'emblée. C'est-à-dire qu'il refuse de manière catégorique toute explication monocausale du phénomène djihadiste pour s'efforcer de prendre en compte l'ensemble des dimensions du phénomène. Pour lui, les motivations des djihadistes sont à rechercher dans ce qu'il appelle un pentagone de la djihadisation, à savoir dévotion, émotion, politisation, manipulation et pulsion. De la même manière, toujours dans une recherche d'explications nuancées, il préfère, je trouve ça très intéressant, la dynamique de parcours à celle de profil, qui est au fond assez figée, alors que celle de parcours est plus dynamique. Le cœur conceptuel, donc, que je viens de résumer autant que je puisse le faire, du livre se développe au fil de grandes parties, que je rappelle simplement, un panorama théorique des notions qui sont utilisées dans le livre, le contexte géopolitique et religieux du phénomène, la sociologie du recrutement djihadiste, l'analyse de la critique de la littérature consacrée à ce phénomène, littérature nombreuse, le pentagone théorique que j'ai rappelé, proprement dit, un chapitre très original, je trouve, sur le djihadisme au prisme du monde militaire, c'est-à-dire l'armée à la fois comme ennemi, mais aussi comme objet de fascination. Et enfin, on a, si vous voulez, une introduction, je le dis en dernier, mais c'est au tout début du livre, sur l'histoire du salafisme et du djihadisme qui permet, du 11 septembre à Daesh en passant par Al-Qaïda, de se retrouver dans un livre qui n'est pas un livre théorique seulement, il l'est, mais qui est aussi un livre enraciné dans une cinquantaine, je pense, d'entretiens, avec des acteurs qui apparaissent d'ailleurs, cette pratique à la lecture, sous forme d'encadrés, souvent, dans le livre. Un dernier mot avant de passer la parole à Eliamin Setoul. La dernière partie, celle qui est consacrée à la déradicalisation, donc l'auteur préfère appeler désengagement, est d'autant plus passionnante pour nous, ici, à l'IREMO, que nous faisons partie, modestement, de ces efforts. Puisque plusieurs d'entre nous, à l'IREMO, donnent des conférences depuis 3 ans, je crois. On ne communique pas là-dessus, mais je le dis au passage, donnent des conférences dans une prison qui est munie de ce qu'on appelle un QPR, c'est-à-dire un quartier de prévention de la radicalisation. Prise en charge de la radicalisation. Donc, disons qu'on a un intérêt spécifique à l'IREMO à ce sujet. Eliamin Setoul est évidemment très bien placé pour nous parler de tout cela, puisqu'il est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris. Ses recherches s'articulent, on l'aura compris, autour des questions de sécurité et de défense, des thèmes liés à l'ethnicité, des phénomènes migratoires, ainsi que les phénomènes, bien sûr, de radicalisation.
Il a participé à beaucoup de projets nationaux et internationaux. Il est expert des phénomènes de radicalisation auprès de multiples acteurs, notamment, si j'en crois à la présentation de ce midi, telle qu'elle a été rédigée, ce n'est pas moi qui l'ai rédigée, l'Observatoire des radicalisations, des ministères, des collectivités territoriales, l'administration pénitentiaire, etc. Il a aussi créé et il dirige un certificat de spécialisation de la prévention de la radicalisation au CNAM, c'est ça, à Paris. Donc, vous connaissez la règle du jeu. Après cette brève introduction, vous avez une demi-heure ou 35 minutes, 40 éventuellement, pour introduire la discussion. Et ensuite, nous aurons une petite heure pour discuter entre nous et avec nos amis qui sont en ligne et que je salue, de même que j'ai salué ceux qui sont ici. Et donc, je vous passe la parole pour introduire ce débat. Merci pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de l'IREMO de m'inviter. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est un espace d'échange, de réflexion où j'interviens assez régulièrement et c'est toujours plaisant. Alors effectivement, d'où est-ce que je parle? Je suis sociologue et politiste. J'ai fait une thèse à Sciences Po sur l'engagement des jeunes issus de l'immigration au sein des armées françaises. Et il est vrai que ce sujet m'a donné des outils conceptuels pour décrypter, je dirais, le djihadisme. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans le djihadisme une forme d'engagement militaire. On retrouve bien sûr beaucoup de jeunes issus de l'immigration. On retrouve la question de l'islam aussi. On a beaucoup de militaires français de confession musulmane, même si c'est des phénomènes assez peu étudiés. Et à partir de 2014-2015, avec la montée en puissance des violences djihadistes, je me suis spécialisé sur le djihadisme. Et j'ai bien fait parce que finalement, le poste que j'occupe actuellement au sein de la chaire de criminologie du CNAM était un poste fléché radicalisation, question de défense, sécurité. Donc j'étais très bien placé, je dirais, pour candidater et puis pour l'obtenir. Le livre que j'ai réalisé, il se fonde un petit peu sur mes observations, c'est-à-dire que je forme tous les ans pas mal d'acteurs sur les questions de radicalisation à travers le certificat que Dominique a évoqué. Et il me semble qu'il manquait un ouvrage un petit peu synthétique qui parle à la fois de géopolitique, parce que la difficulté de la radicalisation djihadiste, c'est qu'on a affaire à des phénomènes sociologiques, psychologiques, géopolitiques. Et ce n'est pas évident d'avoir une formation qui cumule un petit peu tout ça. C'était un petit peu l'objectif de mon recrutement au sein du CNAM. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une littérature exponentielle, des centaines, voire des milliers d'articles, des centaines de livres sur le sujet, mais finalement assez peu de production académique qui parle à la fois de géopolitique, donc qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient entre les communautés, le djihad, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires français notamment, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique dans un processus de radicalisation. Et donc j'ai essayé de produire un ouvrage qui résume, en tout cas qui agrège un petit peu toutes ces dimensions et qui sortent aussi un petit peu des approches monocausales. C'est-à-dire que le débat français, comme vous le savez, ça a été articulé autour d'une dualité théorique entre Gilles Kepel, qui parlait de radicalisation de l'islam, et Olivier Roy, qui parlait d'islamisation de la radicalité. Alors, les deux étant, je dirais, dans une relation extrêmement conflictuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, ce que j'ai observé, moi, sur le terrain, à travers des interventions, notamment en prison, c'est que le phénomène est beaucoup plus hétérogène que cette simple dualité. Et je le résume, enfin je vais développer après, hein. Je le résume autour de ce que j'appelle le pentagone théorique de la djihadisation. Alors concrètement, mon travail s'appuie sur une cinquantaine d'interviews en prison, mais aussi en milieu ouvert, c'est ce qu'on appelle les personnes sous main de justice, hein, donc des personnes qui ont été condamnées mais qui ne font pas de prison. C'est un terrain qui est compliqué, parce que beaucoup de chercheurs veulent intervenir en prison. J'ai fait beaucoup de demandes, j'ai eu beaucoup de refus. Ensuite, j'ai changé de stratégie, c'est-à-dire que je me suis posé en formateur pour les professionnels de la pénitentiaire. Et une fois que j'étais formateur, à la fois pour les professionnels, mais aussi intervenant auprès des détenus, parce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place, ce qu'on appelle les programmes PPRV, hein, programmes de prévention de la radicalisation menant dans la violence, qui consistent à aller voir les condamnés pour discuter avec eux, faire des conférences, des ateliers d'écriture, des conférences sur des sujets comme la laïcité, la géopolitique, le complotisme, etc. J'ai pu comme ça intégrer le champ carcéral et avoir de la matière de première main, qui est bien évidemment la matière la plus précieuse. J'ai aussi profité d'une enquête menée par Claire de Galambert, donc une sociologue des prisons, qui a fait une enquête sur l'aumônerie musulmane. Elle m'a sollicité et ça a été aussi un point d'entrée pour aller voir des personnes qui parfois, pas tout le temps, mais parfois étaient condamnées pour des histoires de terrorisme. Donc ça a aussi alimenté mon enquête.
Mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de 3 dimensions. D'une part, les parcours de radicalisation, avec une dimension théorique, les angles morts, donc, les angles morts de chaque théorie, et enfin la question du désengagement, qui, comme l'a rappelé Dominique, est encore, en tout cas au niveau analytique, est encore à l'état embryonnaire. On a très très peu de retours, assez peu de hauteur finalement par rapport à ce phénomène qui est beaucoup trop récent. Ce fameux pentagone théorique de la radicalisation, il s'articule autour de la dévotion, selon moi, l'émotion, la politisation, la manipulation et la pulsion. Dans la dévotion, je mets tous les parcours de jeunes qui sont entrés dans le djihadisme via la case salafisme. C'est des jeunes, dans cette approche théorique, le religieux, bien évidemment, est fondamental, il est structurant, et c'est véritablement le moteur du phénomène. Donc on a des jeunes qui vont avoir une certaine lecture du Coran, une certaine lecture des hadiths, une certaine culture par rapport à la socialisation je dirais, religieuse, à travers aussi la lecture de certains ouvrages de penseurs médiévistes, je pense à Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Wahhab, etc., donc le wahhabisme, etc. Mais aussi des penseurs beaucoup plus récents, comme Moussa Balsouri ou Abou Bakr Naji. Donc c'est des penseurs qui ont émergé au début des années 2000 dans la lignée de la mouvance Al-Qaïda et qui théorisent une autre manière de combattre l'Occident, une manière non plus, je dirais, frontale ou symétrique, mais beaucoup plus virale. Grosso modo, il faut attaquer l'Occident de toutes les manières possibles, avec un véhicule, des couteaux, etc. C'est vraiment le règne de la barbarie. Pourquoi? Parce que l'Occident est beaucoup trop fort du point de vue militaire. On a une perspective asymétrique. Les armées occidentales sont beaucoup plus puissantes. Ils ont des avions de chasse, des porte-avions, etc. Donc il faut plutôt l'attaquer à partir d'une autre stratégie, qui est une stratégie fondée sur l'instrumentalisation des communautés musulmanes présentes en Occident. Et les utiliser comme un potentiel de guerre pour finalement créer une guerre civile à l'intérieur de l'Occident. Et puis créer un cercle vicieux, un cercle vertueux pour eux, de violence entre musulmans et non-musulmans. Ce qui est intéressant dans ces parcours, c'est l'appétence à l'apprentissage religieux. J'ai vu des jeunes qui devenaient arabisants en 2 ans, par exemple, à travers des applications, notamment par téléphone, etc. C'est des jeunes qui cherchent à comprendre, qui vont aller sur Internet, qui vont lire des ouvrages, qui ont une vraie socialisation religieuse. Alors dans cette école, on pourrait placer des auteurs comme Gilles Kepel, Bernard Rougier, Hugo Micheron, par exemple. Un exemple pour incarner un petit peu ce type de parcours, Quentin Roy. Quentin Roy, c'est un jeune qui a grandi dans la ville de Sevran, donc dans la banlieue nord de Paris, qui, lui, a fréquenté une mosquée qui s'appelait la mosquée des Radars, donc une mosquée salafiste, et dont la maman a vu vraiment le parcours de radicalisation, vraiment toute la progression. Donc c'est un jeune qui au début va à la mosquée, ne fréquente plus que des musulmans comme lui, salafistes, génère de plus en plus de tensions avec le cocon familial. Donc au début, il refuse que de l'alcool soit servi dans le foyer, il refuse d'aller à l'enterrement de sa grand-mère, et il refuse d'entrer dans l'église parce que c'est haram, etc., etc. Et on voit comment progressivement il se coupe de son milieu familial. Alors ce qui est intéressant, c'est que sa mère a vu tout le processus, elle a tenté de le contrer, mais elle n'a pas réussi. Il a fini par partir en Syrie et est décédé dans des combats de manière assez obscure. Mais on voit vraiment progressivement ce cheminement, salafisation, isolement, et puis départ sur zone, et puis qui se termine par la mort. Donc dans la dévotion, c'est véritablement le religieux qui est le cœur du phénomène. C'est une structure. Dans l'émotion, et là on va du côté de son adversaire, je dirais Olivier Roy, on parle d'islamisation de la radicalité. Dans ce courant-là, le cœur du phénomène n'est pas tant l'apprentissage religieux ou le corpus, je dirais, la doctrine religieuse, que la radicalité sociale que portent les individus. C'est avant tout des jeunes qui sont énervés contre la société, qui ont une haine de la société et des institutions. Et quelque part, on est dans cette sociologie des quartiers populaires qui a été décrite, pour ceux qui ont vu le film La haine, etc. On est
chez des jeunes qui sont très souvent dans des parcours de délinquance aussi. Des jeunes en échec, avec parfois des familles dysfonctionnelles, échec scolaire, échec professionnel, porteurs de failles protéiformes, failles identitaires, notamment chez les jeunes issus de l'immigration postcoloniale. Je ne suis plus maghrébin, africain comme l'étaient mes parents, et en même temps, je ne me sens pas véritablement considéré comme un Français à part entière. Et donc, je suis dans une espèce d'entre-deux identitaire, un espace d'incertitude sur lequel peuvent capitaliser des recruteurs de djihadistes qui ont le mérite d'offrir une identité sûre, une identité très très bien définie. Tu n'es pas un beurre, tu n'es pas un banlieusard, tu es un musulman et ta mission sur Terre, c'est ça. Et ton ennemi, c'est ça. Donc le djihadisme offre aussi, je dirais, un espace de certitude qui peut être tout à fait très très magnétique pour des jeunes en situation, je dirais, de questionnement. Alors je parle d'immigration postcoloniale, mais aussi on retrouve beaucoup d'ultramarins convertis à l'islam. Et d'une certaine manière, les jeunes des dom-tom expérimentent aussi cette espèce de décalage entre eux, enfin ce décalage, ce sentiment d'être des Français de seconde zone, et qui peuvent trouver dans l'islam une forme d'identité, je dirais, certaine. Donc on est très souvent avec des individus porteurs de failles, donc failles, je l'ai dit, identitaires, failles affectives, père absent, parce que décédé, parce que parti, parce que dégradé aussi symboliquement. Beaucoup de jeunes qui vont considérer leur père, en tout cas leurs parents, comme des gens trop dociles, méprisés par la société, donc une haine aussi, je dirais une opposition générationnelle. Vous êtes des personnes dociles qui avaient servi de main-d'œuvre pour les 30 Glorieuses et qui sont en plus quelque part incultes. Quand je dis incultes, je parle de culture religieuse. Hein. L'islam maghrébin, par exemple, ou l'islam africain est marqué par un folklore, c'est un islam malékite, donc imprégné de folklore, de tradition. On est loin de l'islam, je dirais, oriental, avec l'arabe littéral, l'arabe pur. Et donc il y a aussi là une espèce je dirais, comment dire, de dissymétrie, ou en tout cas de hiérarchie symbolique entre un islam pur du Moyen-Orient et l'islam porté par ces populations issues de l'immigration, arrivées souvent dans les années 60-70. D'ailleurs, Olivier Roy fait le parallèle. Ce que vous appelez salafisme, peut-être il faut le dire d'une phrase, oui. C'est l'islam originel, l'islam des ancêtres. L'islam des ancêtres, tout à fait. Les premiers... Tout à fait. Il faut savoir que l'arabe dialectal maghrébin est assez éloigné de l'arabe littéral. Et l'islam pratiqué au Maghreb, pour certains orientaux, c'est un islam quand même assez folklorique, marqué par la présence de saints, par exemple. Ça, c'est pour des puristes, des salafistes, c'est quelque chose de presque blasphématoire. Donc des failles à la fois identitaires, des failles affectives, mais aussi des failles narcissiques. Des jeunes qui, en situation d'échec, ont une image d'eux-mêmes qui est assez dégradée. Et le djihadisme permet de pallier toutes ces carences narcissiques. Tu n'es plus un loser de banlieue, avec nous, tu seras un combattant de Dieu. Tu atteindras l'aristocratie des croyants. Donc c'est quelque chose d'assez puissant au niveau narcissique. Peut-être un exemple pour incarner un petit peu ça, Adel Karmiche, l'un des tueurs du prêtre Hamel dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, qui, si on interviewe, puisqu'ils ont été interviewés, on interviewe un petit peu ses camarades de quartier, même pas de quartier, parce qu'ils vivaient dans un milieu assez classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, disaient de lui qu'il ne connaissait aucune sourate du Coran. Donc on est très très loin de la dévotion et de la première catégorie, qui elle montrait une appétence pour le religieux. Là, on est très souvent chez des jeunes qui ont une connaissance religieuse extrêmement faible, extrêmement embryonnaire. Ceci, c'est cette anecdote, je crois qu'elle a été évoquée par Olivier Roy, de jeunes qui ont été attrapés à la frontière turco-syrienne et qui avaient un sac à dos dans lequel on a retrouvé l'islam pour les nuls. Donc c'est assez... C'est aussi des jeunes, si on prend ce témoignage d'un policier du renseignement qui avait interrogé un jeune en partance pour la Syrie, un jeune qui lui avait dit « Moi, le Coran, j'en ai rien à foutre, ce qui m'intéresse, c'est le djihad. » Ça, pour un salafiste lambda, c'est déjà très blasphématoire. Et même pour un musulman, déjà, c'est assez choquant.
Donc, dans ce courant de l'émotion, ce qui est dominant, c'est avant tout une radicalité sociale qui très souvent peut aussi se cristalliser à travers une expérience carcérale. Je rentre en prison, je fume des substances illicites, je trafique, j'ai violé, etc. J'ai la haine de la société, des institutions, la police raciste, les contrôles aux faciès, les difficultés à trouver un job, etc. Je sacralise ma haine. Donc je vais adopter une grille de lecture religieuse qui fait écho à mon ressenti intime, qui est un ressenti d'une vision éminemment binaire de la société. C'est eux contre nous, en fait. C'est des jeunes qui rentrent en prison, qui ont déjà cette matrice, je dirais, cognitive entre eux et nous. Alors, parfois, c'est une matrice qui se décline de manière très, très disparate. Hein. Ce n'est pas forcément religieux, c'est eux, les Blancs, eux, les descendants de colonisateurs, eux, les riches, eux, les gens du centre-ville, nous, les colonisés, nous, les personnes issues de l'immigration, nous, les racisés, nous, les pauvres. Parfois, une notification aussi par rapport au conflit israélo-palestinien. Eux, les méchants israéliens qui nous dominent et qui nous répriment. Nous, les Palestiniens. Il peut y avoir aussi cette identification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le jeune a déjà cette matrice cognitive, pour des recruteurs de djihadistes, c'est extrêmement simple de l'exploiter. Puisqu'ils disent tout simplement, effectivement, le monde se divise en deux catégories. Mais les vraies catégories, c'est toi le musulman et eux les mécréants contre lesquels il faut lutter, etc. Donc, un des facteurs explicatifs de l'importance du volume de Français dans le mouvement de l'EI, c'est peut-être cette forte présence, en tout cas cette dimension cognitive qui était présente chez de nombreux jeunes en France et notamment dans les quartiers populaires. Ça, je dirais, c'est le paradigme de l'émotion. Troisième approche, la politisation. Là, on sort de ces deux premières approches en disant grosso modo, ok, l'émotion, la dévotion, c'est bien, mais quid du politique? Les puissances occidentales développent des politiques impérialistes néocoloniales depuis des siècles, depuis des décennies, voire des siècles, si on remonte au temps des croisades. Et cette violence génère nécessairement une contre-violence. Ces violences qu'on peut incarner, enfin qu'on peut exemplifier à travers l'invasion en Irak en 2003, la gestion du conflit israélo-palestinien, cette espèce de deux poids deux mesures des acteurs internationaux. L'Afghanistan, qui a été, malgré des centaines et des centaines de milliards investis, ça a été, on peut le dire, un échec, voire un fiasco. Et donc cette espèce de violence des puissances occidentales à l'égard du monde musulman génère des contre-violences, mécaniquement des contre-violences. Et aujourd'hui, le djihadisme serait quelque part le fruit de cette violence originelle des puissances occidentales. Les partisans de cette approche théorique vont aussi tenter d'identifier des parallèles entre le djihadisme et d'autres mouvances idéologiques dans lesquels on sait que les acteurs ont construit des savoirs militants. Je pense par exemple aux travaux de Xavier Crétier sur le séparatisme corse et basque. Il montre comment ces jeunes et moins jeunes, ces militants, se socialisaient politiquement à travers des apprentissages politiques, à travers des apprentissages physiques, le sport, des sports de combat, à travers l'apprentissage du maniement des armes. Et comment on peut retrouver chez certains jeunes djihadistes des phénomènes de construction d'un savoir militant. À travers des voyages, par exemple en Égypte ou au Yémen, où on apprend l'arabe, où on rencontre des militants plus aguerris. Cette dimension politique s'observe également d'une autre manière à travers la dimension aussi politique de ce qu'est l'EI. Nous, on observe l'État islamique à travers des yeux d'occidentaux. Donc pour nous, c'est en gros des barbares sanguinaires qui veulent conquérir un territoire. Il faut savoir que pour beaucoup de citoyens dans l'espace arabo-musulman, c'était presque une utopie aussi. C'est l'utopie d'un État dans lequel les citoyens seraient traités de manière égalitaire, un État qui mettrait fin à la corruption, à l'autoritarisme et à l'arbitraire qui domine malheureusement trop de pays musulmans. Donc l'État islamique, c'est Scott Atran qui développe cette idée, doit être vu aussi comme une utopie politique dans laquelle ont cru beaucoup de citoyens de confession musulmane. D'une autre manière, mais toujours politique, Éric Marlière, qui est un spécialiste des mouvements ouvriers, considère que cette montée en puissance de l'islamisme dans certains quartiers populaires peut aussi être reliée
à l'effondrement des idéologies d'extrême gauche. Puisque islamisme et communisme, même s'ils sont diamétralement opposés dans leur rapport au transcendant, développent quand même l'idée d'un paradis, qu'il soit sur terre pour les communistes ou céleste chez les islamistes, l'idée d'une forme d'égalitarisme, l'idée d'une forme de justice universelle et une forme de neutralisation de toute hiérarchie sociale. Pour incarner un petit peu cette école, j'ai par exemple Mehdi, que j'ai rencontré dans la prison de Fresnes, qui progressivement va se politiser. Alors ça commence d'abord par un militantisme pro-palestinien, donc il fait de nombreuses manifestations avec un groupe de copains, de collègues plutôt de travail à Paris. Il a l'impression que c'est inutile quelque part. Et donc il veut être beaucoup plus actif, beaucoup plus impactant sur la réalité sociale, et qui décide un jour, c'est ses copains qui partent en premier, décide de rejoindre la Syrie pour lui d'abord aider les populations syriennes contre le régime de Bachar el-Assad. Et c'est intéressant parce qu'il se retrouve là-bas, mais lorsqu'il part là-bas, déjà il n'est pas arabisant, il ne mange pas halal, enfin, sa pratique religieuse est extrêmement limitée. Donc on est assez loin, je dirais, d'un processus de salafisation que j'ai pu décrire au début. C'est aussi Mohamed Hachamlan, donc, le leader du mouvement Forza Analisa, donc, les cavaliers de la fierté, c'est ça je crois. Forza Analisa, qui lorsqu'il échange avec moi, me dit qu'il aurait très bien pu rejoindre des groupes d'extrême gauche parce que ce combat l'attire. Lui il considère que les Français de confession musulmane sont aujourd'hui des sous-citoyens et qu'il faut revendiquer une vraie citoyenneté et donc militer. Et puis militer vraiment radicalement parce que la situation aujourd'hui est grave. C'est aussi ce militant, alors lui qui n'était pas dans la mouvance État islamique mais Al-Qaïda, qui a été attrapé à la frontière malienne, qui voulait rejoindre AQMI, qui me parle longuement par exemple des travaux de François Burga sur l'idée que le djihadisme est avant tout une réponse à l'impérialisme occidental. Donc dans ce courant de la politisation, on a affaire à des jeunes qui sont beaucoup plus câblés, je dirais, intellectuellement, beaucoup plus construits, et pas forcément très très imprégnés de religieux. Quatrième courant, la manipulation. Là, on aborde le djihadisme comme une forme d'emprise mentale, d'emprise sectaire, et on focalise notre regard sur les techniques de recrutement qui ont été développées par l'EI notamment, et de manière inédite. C'est-à-dire que jamais un mouvement n'avait autant investi la toile pour recruter des sympathisants et des militants. À travers des techniques algorithmiques, donc on va essayer de cibler des jeunes qui vont par exemple sur Internet avoir une appétence pour tout ce qui est humanitaire à l'égard de pays dans lesquels les musulmans sont en souffrance. Donc on cible ces jeunes. Une fois qu'on les a ciblés, on leur envoie des vidéos. On leur dit effectivement, regarde comme tes frères souffrent. On leur envoie ce qu'on appelle des anachides, donc des récitations un petit peu qui appellent à la solidarité entre croyants. Quand on regarde un petit peu les vidéos de propagande, on voit souvent 3 étapes. La première étape, c'est des images assez choquantes de musulmans en souffrance, massacrés, réprimés par le régime de Bachar el-Assad, par exemple lors des bombardements en 2011, ou des Palestiniens en souffrance. L'idée, c'est de créer un choc auprès de l'individu, auprès du jeune. Donc vraiment, c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec l'armée. Quand je parlais au service de recrutement des ressources humaines, ils me disaient la première chose qu'on fait quand on veut attirer des jeunes, on doit créer une émotion. Et donc, on va aller, par exemple, dans une grande surface, lorsqu'on fait une campagne de communication sur le terrain, on va, par exemple, ramener un char ou ramener un hélicoptère. Parce que quand un jeune passe devant un char ou un hélicoptère, ça crée une émotion. C'est quelque chose d'assez... Il faut créer une émotion, et une fois que le jeune vient nous voir, on peut commencer à travailler avec lui. Donc c'est un peu, toute chose égale par ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer une émotion auprès du jeune, on va voir des musulmans souffrir. Et la deuxième étape, ça va être la répétition en boucle, soit de versets coraniques, appelant à la solidarité entre croyants, vous êtes une seule et même famille, vous devez solidarité, ou des anachides. Et la troisième étape qui décline de ces 2 premières étapes, de manière assez logique, c'est, en tout cas chez certains, la création d'un sentiment de culpabilité. J'ai vu des musulmans souffrir à travers ces images, ma religion m'appelle à être solidaire, qu'est-ce que je fais? Alors, la plupart ne vont pas passer à l'action, mais pour certains, qui peuvent avoir une empathie plus grande, ou être plus influençable, ça peut créer des déclics. Ça, je dirais, c'est dans le monde virtuel. Dans le monde physique, on voit aussi ces phénomènes d'emprise mentale, d'emprise sectaire. Exemple, la filière Cantorsi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette filière. C'est un groupe, comme le nom l'indique,
issu de la ville de Torcy, en banlieue parisienne, et de Cannes, qui s'est agrégé et qui un jour a décidé d'attaquer une épicerie cachère dans la ville de Sarcelles, dans la banlieue nord de Paris. Bon, heureusement, ça a échoué. La grenade a été bloquée par un chariot, je crois, etc. Et quand on analyse un petit peu ce groupe, clairement, il y a un gourou, souvent, on se rend compte, hein, si on fait le parallèle, souvent qui est plus âgé que les autres, hein, trentenaire, 30-35 ans, et autour de lui, des jeunes qui ont la vingtaine et qui sont fascinés par le charisme de ce gourou. En l'occurrence, pour la filière Cantorsi, le gourou s'appelait Anas, Jérémy Lou Sidney, mais son prénom musulman c'était Anas. Et quand on discute avec les jeunes qui ont été en contact avec lui, ils vous disent clairement qu'il est fasciné. J'ai par exemple l'exemple de Kevin que j'ai interviewé dans la prison de Saint-Maur, dans le centre de la France. Quand je l'interviewe, clairement, on le voit, il parle très doucement, il a un caractère assez faible, et on a l'impression que si on voulait l'orienter vers une idéologie d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça serait possible. Donc il est en demande d'appartenance à un groupe, et lorsqu'il parle d'Anas, il dit effectivement, il nous a complètement retourné le cerveau, et ça on ne le retrouve pas forcément que dans la filière Cantorsi. Si vous analysez aussi la filière Omar Diaby, Omar Homsen, Omar Diaby, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand recruteur de djihadistes en France. Il est issu de la ville de Nice. C'est un ex-braqueur qui est passé par la case prison, qui s'est converti à l'islam en prison. Lorsqu'il sort de prison, il ouvre un fast-food dans un quartier populaire de Nice qui s'appelle l'Ariane. Et le fast-food va servir de sas de recrutement pour tous les jeunes un peu paumés de la ville. Et on retrouve exactement la même configuration. Un trentenaire qui va fasciner des personnes plus jeunes que lui, et qui va véritablement agir comme un gourou. Alors ce charisme peut avoir des sources protéiformes. Parfois, c'est parce qu'il est passé par la case prison, et dans certains quartiers populaires, ça confère une espèce de... Caïd. C'est ça, de statut de caïd. Soit il est arabisant, soit il a fait des voyages dans le monde musulman, soit il est, comme Omar Diaby, c'est quelqu'un qui avait une belle voix, qui était apparemment baraqué, etc. En tout cas, on retrouve toujours la même configuration. Des jeunes assez paumés autour d'un manipulateur, un gourou, qui va les fasciner, et puis quelque part qui va aussi compenser peut-être lui-même des carences narcissiques, puisque c'est tout le plaisir aussi d'être un gourou. Donc ça, je dirais, c'est la manipulation. Alors c'est intéressant pour la petite anecdote, hein, ce Kevin que j'avais rencontré dans la prison de Saint-Maur, les surveillants de la prison m'avaient dit qu'il était encore extrêmement fragile, extrêmement influençable, et qu'ils avaient demandé notamment à des détenus issus du grand banditisme, de créer autour de lui une espèce de cordon de protection face aux islamistes prosélytes de la prison. Parce qu'ils considéraient qu'il était encore influençable et, je dirais, apte à glisser vers un parcours encore de radicalisation. Donc c'était assez marrant. Ça, c'est un peu comme les Klarsfeld qui vont à Perpignan se faire donner la médaille de la ville par Louis Alliot, parce que c'est mieux que Bardella. Hein. Tout à fait, je vous laisse... Toute proportion gardée. Hein. Oui, mais ça m'a frappé quand même. Donc cette manipulation, on la retrouve aussi même dans les techniques utilisées par l'État islamique. C'est-à-dire que très souvent, lorsque certains parents avaient encore des contacts avec leurs enfants sur zone, hein, parfois ils maintenaient le contact via Skype, WhatsApp, etc. Ils voyaient très souvent des jeunes qui étaient très fatigués, très éprouvés physiquement. Et visiblement, l'État islamique faisait en sorte que ces jeunes soient très fatigués physiquement. Donc on jouait sur la fatigue physique, notamment à travers une sous-alimentation. À travers aussi cette dimension sectaire, on l'a retrouvée aussi à travers le fait que ces jeunes n'avaient pas le droit de communiquer avec leur famille individuellement. Il fallait toujours que le groupe soit présent. Et ça aussi, c'est un marqueur, je dirais, des groupes sectaires. Parce qu'il faut éviter, il faut tout faire pour que le jeune ne sorte pas de cette insularité cognitive. Un jeune qui est seul face à sa famille peut être beaucoup plus influençable que s'il est en groupe. Le groupe va imposer, si vous voulez, sa coercition sur la psyché individuelle. Donc fatigue physique. Alors c'est intéressant aussi, je fais toujours le parallèle avec l'armée. Hein. L'armée, quand vous faites vos classes, il y a aussi ce travail de fatigue physique. Hein. Quand on réveille des soldats à 3 h du matin, c'est aussi pour imprimer le message idéologique militaire sur des jeunes. Donc on fatigue les corps pour mieux influencer les esprits.
Donc ça, on pourra revenir dessus, c'est la manipulation. Et enfin, la pulsion. La pulsion, c'est cette idée que, contrairement à d'autres mouvances djihadistes, une des particularités de l'État islamique, c'est d'avoir créé un califat. Donc d'avoir eu, je dirais, un territoire, un véritable territoire, avec sous son contrôle environ 10 millions d'habitants, et un territoire sur lequel il pouvait mettre en place son système religieux, juridique, etc. Donc un pouvoir total sur un espace territorial. Et pour beaucoup de jeunes, ce fameux califat a été aussi un espace d'expression pour toutes les pulsions. Pulsions sexuelles, par exemple, à travers la mise en esclavage des populations yézidis. Pulsions lucratives, à travers le pillage des biens des Syriens, des Irakiens. Il faut savoir que les djihadistes se sont servis assez généreusement. Pulsions meurtrières, puisque vous avez le droit de vie ou de mort quand vous êtes un militant djihadiste. Un exemple, Younes, ancien de l'armée française, qui est fasciné par la mort, par les armes, etc., qui devient, par exemple, bourreau pour l'État islamique, et qui satisfait sa pulsion, je dirais, ses pulsions sanguinaires, meurtrières, etc. Donc là, j'ai dressé un panorama de ce pentagone théorique de la djihadisation. Je vais maintenant revenir rapidement sur les angles morts, puisque le temps passe, en reprenant je dirais le classement initial. Sur la dévotion, effectivement, ce paradigme est intéressant pour comprendre, je dirais, l'arsenal idéologique et doctrinal qui a été mis en place par l'État islamique. La dimension religieuse ne doit pas être négligée. Tout ce projet de califat, de djihad, de hijra, etc., doit être pris en considération. Néanmoins, quand on regarde la sociologie des djihadistes, la socialisation religieuse et la socialisation salafiste en particulier n'est pas forcément éclatante. La plupart des jeunes partis sur zone ne sont pas passés par les instances de socialisation chères aux salafistes. Ok, il y avait des salafistes, mais on a beaucoup plus de jeunes passés par la casse-prison délinquance et qui, du jour au lendemain, décident de partir sur zone. Beaucoup plus que la personne qui a été biberonnée pendant des années, qui a essayé de comprendre sa religion, qui va à la librairie islamique, qui va à la mosquée très régulièrement. Ça, c'est plutôt minoritaire. Et donc, si salafisme et djihadisme puisent dans un univers de référence commun, et là je reprends la thèse de Mohamed Ali Hadraoui, on a vu dans le djihadisme prôné par l'État islamique une forme d'autonomisation. Chez l'État islamique, peu importe que vous soyez salafiste ou non, d'ailleurs on a eu dans ce mouvement des homosexuels refoulés, ce que j'appelle des perdants radicaux, des gens qui étaient quand même relativement éloignés en termes de comportement des normes islamiques, qui ont rejoint le djihadisme. Donc ils puisent dans un univers de référence commun, donc il y a un continuum idéologique, mais il y a une déconnexion sociologique. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui, et c'est ce qu'aujourd'hui les acteurs du ministère de l'Intérieur ont du mal à saisir en fait. Cette espèce de connexion idéologique, mais cette déconnexion sociologique. Donc je dirais la faiblesse de cette approche théorique, c'est que elle ne permet pas de saisir la sociologie globale. Alors cette dimension religieuse, elle est intéressante aussi parce qu'on voit, même s'ils sont minoritaires, que ces acteurs qui sont porteurs d'un savoir religieux, c'est quand même eux qui sont en haut de la hiérarchie. Par leur connaissance religieuse, ils vont fasciner, c'est plutôt des leaders dans cette mouvance djihadiste. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve même dans le milieu carcéral. Les leaders, c'est ceux qui connaissent le Coran, qui connaissent la langue arabe, et ceux qui maîtrisent le plus de sourates. C'est presque statistique, c'est presque numérique. Tu connais combien de sourates? 23, j'en connais 52, donc symboliquement, je suis supérieur à toi. Donc je dirais que c'est la limite de cette approche religieuse. L'approche de l'émotion, elle est intéressante, celle qui est portée notamment par Farhad Khosrow-Khavar ou Olivier Roy, parce qu'elle permet quand même de décrire assez bien le djihadiste lambda. Un jeune faiblement qualifié, pas forcément salafisé, passé par la case délinquance, prison, transgression, et qui va trouver dans le djihad un espace d'expression à cette radicalité sociale. Au niveau de la limite qu'on peut éventuellement poser, Olivier Roy dit par exemple qu'aujourd'hui le djihadisme est la dernière idéologie de contestation sur le marché idéologique. Je pense qu'il y a aussi d'autres idéologies, je pense à l'altermondialisme, l'extrême gauche, il y a quand même d'autres mouvances qui contestent, je dirais, la domination capitaliste ou occidentale, etc.
Et puis peut-être qu'elle relègue un peu trop tout l'arsenal théorique qui a été mis en place par l'État islamique. La politisation, c'est intéressant parce que cette sensation de domination du monde musulman par les Occidentaux, elle est partagée par l'ensemble des djihadistes. L'idée que les populations musulmanes sont des victimes des politiques occidentales, elle est quand même relativement massivement partagée par les acteurs. Néanmoins, les limites. Quand on regarde les parcours, tout à l'heure j'ai parlé de la construction de savoirs militants en faisant le parallèle avec les travaux de Crétier sur le séparatisme corse ou basque, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont quand même des vrais parcours de militantisme. Beaucoup déjà sont faiblement qualifiés. Alors, on peut être faiblement qualifié et puis un militant politique, hein, je ne dis pas l'inverse, mais quand même ça va souvent de pair. Beaucoup sont partis avec des logiques un peu grégaires. On a des quartiers dans lesquels 10, 12 jeunes sont partis en même temps. Il y avait un effet émulation, Mark Sajman parle de l'effet bunch of guys, groupe de copains. Vous avez 18-20 ans, une espèce d'effet d'émulation. Moi j'y vais, toi t'es cap, toi t'es pas cap. Donc il y a une espèce de surenchère. Donc, les constructions de parcours militants ne sont pas forcément très éclatantes, je dirais. Une autre limite, Burga par exemple parle de violence contre violence. Si c'était, je dirais, aussi mécanique, on peut se poser la question du pourquoi des sociétés comme le Canada, la Norvège ou même la Suisse, qui ont été touchées par les violences djihadistes, pourquoi elles ont été attaquées par des djihadistes, sachant qu'elles ne se caractérisent pas par un fort interventionnisme dans l'espace arabo-musulman. Les Canadiens ou les Norvégiens ou les Suédois ne sont pas considérés comme des pays qui sont des pays interventionnistes. Et pourtant, ils ont été touchés aussi par les violences djihadistes. Donc ça aussi, c'est une des limites de ce prisme violence contre violence un peu mécanique. Un autre élément que je trouve aussi intéressant, c'est qu'aucune étude sociologique n'a montré de surreprésentation de franco-algériens dans les mouvances djihadistes. On est vraiment là dans les post-colonial studies, hein, donc l'idée que la violence coloniale serait active aujourd'hui dans d'autres formes. Mais si vous regardez les djihadistes, déjà vous avez beaucoup de convertis, hein, 30% de convertis, qui ne sont pas forcément d'ailleurs... qui ont parfois grandi en milieu rural, blonds aux yeux bleus, etc., qui sont très très éloignés des parcours de stigmatisation, je dirais, du jeune outsider lambda. Aucune étude n'a montré de surreprésentation des Français d'origine algérienne, qui sont de loin les plus concernés par les contentieux mémoriels. Enfin, je dirais, dans cette approche très marquée par le post-colonial studies et l'anti-impérialisme, on sait que le conflit israélo-palestinien, c'est un petit peu, je dirais, le cœur un petit peu de cette... injustice vécue par les musulmans et de l'indifférence occidentale. Mais quand vous rentriez dans la mouvance de l'EI, Israël a été relativement épargné par l'État islamique. Il y a une seule attaque qui a été commise sur le plateau du Golan, je crois en 2016. Donc dire que voir dans ces militants djihadistes, entre guillemets, les nouveaux Che Guevara, etc., c'est à mon sens un peu exagéré. Voilà les limites qu'on peut porter à la dimension politisante, même si cette dimension politisante, elle est intéressante pour comprendre les émotions de ces jeunes et, je dirais, la toile de fond du phénomène. Il faudrait approcher de la conclusion. Sur la manipulation, alors la manipulation, on sait aujourd'hui avec la multiplication des cartographies que l'immense majorité des jeunes n'ont pas été manipulés, sont partis de leur propre chef. Donc ça, c'est une critique assez simple. Et puis sur la pulsion, même si effectivement on a pu avoir des jeunes qui ont été motivés par une volonté de satisfaction pulsionnelle, il faut bien comprendre que pour beaucoup de djihadistes, le bout du phénomène, hein, c'était la mort. Que le taux de mortalité des djihadistes est extrêmement important. Donc partir sur zone pour satisfaire des pulsions, je veux dire, non, la satisfaction ultime, c'était beaucoup plus le paradis à travers la mort en martyr que satisfaire des pulsions. Donc ça aussi, c'est une des critiques. On reviendra peut-être sur la notion de désengagement, puisqu'en fonction des catégories que j'ai évoquées, le travail de désengagement, notamment en milieu carcéral, bien évidemment, n'est pas forcément le même. On travaille sur des leviers un petit peu différents. Donc voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Yamine. C'était, je trouve, très passionnant.
Le livre l'est aussi, hein, je le répète, c'est un livre très pédagogique, très lisible. Il est très riche, il est conceptuel, mais il est aussi, vous l'avez entendu dans la présentation, ancré dans les dialogues avec des acteurs. Donc on voit vivre les concepts théoriques plus qu'ils ne nous sont assénés par le sociologue. J'ai essayé de faire un ouvrage assez incarné avec des extraits d'interviews, sans tomber dans le sensationnalisme aussi, parce que un des biais de la littérature actuelle, c'est parfois de mettre un peu de sensationnalisme, et j'essaie de m'éloigner un petit peu de ça. Alors, tout le monde aura compris en vous écoutant, mais c'était clair d'emblée que votre idée force, au fond, c'est de refuser le monocausal, de refuser l'idée qui est présente chez Keppel, comme elle est présente chez Olivier Roy d'ailleurs, et chez Burgat, etc., chacun avec son angle, un des facteurs qui existent serait le facteur dominant. Ça, au fond, vous dites non. Vous dites qu'il y a un ensemble de facteurs. Ce n'est pas seulement une discussion théorique, évidemment, c'est une discussion sur comment on déradicalise. Parce que si l'analyse qu'on fait de la radicalisation est fausse, les pratiques de déradicalisation ou de désengagement vont être fausses aussi. Avant de passer la parole à vos amis, toujours dans le pas monocausal, il y a quand même une chose que vous n'avez pas abordée et qui, moi, m'avait beaucoup fasciné dans l'enquête qu'on avait faite avec Akram Belkaïd, à laquelle je faisais allusion. Et je l'ai trouvé en discutant avec Farhad Roscoe-Kavar, qui, à mon avis, est quand même un de ceux qui a un vrai terrain et qui a travaillé sur ce terrain, c'est la dimension psychiatrique. Roscoe-Kavar dit, de mémoire, qu'une forte minorité de djihadistes ont de graves problèmes psychiatriques. Et notamment quand on les étudie en prison. Avec un argument qu'il donne, alors je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est que comme une journée d'hôpital psychiatrique, ça coûte très cher, de l'ordre de 1 500 € par jour, alors qu'une journée de prison, ça coûte 150 €, grosso modo, si j'ai bien retenu les chiffres, ça veut dire que l'État, indépendamment de toute analyse, a tendance à mettre en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique des gens qui sont plutôt du ressort de l'hôpital psychiatrique. Et que ça explique aussi cette surreprésentation en prison de personnes qui relèvent plus d'un désengagement psychiatrique que d'un désengagement religieux, idéologique ou politique. Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, parce que c'est quand même une question de santé publique à une période où on est dans la déglingue de tout ce qui est psychiatrie en France. Alors, l'immense majorité des djihadistes n'ont pas de problème psychiatrique. Néanmoins, on a un fort pourcentage de personnes qui sont atteintes par des troubles, je dirais, plus psychologiques, des formes de dépression. Et il est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis 30 ans, c'est pas, l'hôpital psychiatrique français a été délocalisé dans les prisons, pour des raisons malheureusement économiques. Et ça impacte aussi le travail des médiateurs religieux qui sont chargés de désengager ces individus. Parce que vous pouvez travailler à la limite sur des personnes dépressives, on peut travailler, mais sur des personnes atteintes de pathologies lourdes, telles que la schizophrénie, bon courage, c'est extrêmement compliqué. Mais l'immense majorité des jeunes djihadistes sont des personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Ça, il faut le rappeler aussi. Merci beaucoup. Donc c'est à vous, nos amis en ligne aussi. Je rappelle à nos amis en ligne qu'ils peuvent passer par le biais du chat. Et on a déjà une question que certainement Joanne va nous relayer. Je vous en prie. Oui, vous avez cité que des exemples masculins. Et je voulais savoir si vous aviez rencontré des femmes qui ont été qui sont encore plus extraites de la société occidentale que les hommes, puisqu'elles ont accepté pour certaines de servir de machine à faire des enfants, etc. Donc je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a chez elles, qu'est-ce qui les a poussées à rentrer là-dedans. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'aspect psychiatrique. À un moment, il existait des centres de déradicalisation. Et je crois que c'était un échec, mais je voudrais savoir où ça en est. Voilà. Deux questions, donc. D'autres, peut-être Joanne, une question donc, qui vient de la toile. Une question en ligne. Merci beaucoup. Petite question. Est-ce que certains des interviewés ont refusé de répondre en
ouvrez les guillemets, langue du colonisateur, du mécréant, fermez les guillemets. La fin de la phrase, pardon? Est-ce que certains des interviewés ont refusé de répondre en langue du colonisateur et du mécréant? En français, quoi. D'accord. D'autres questions? Oui? Après, on va... Vous n'avez pas du tout parlé du rôle de la famille. Est-ce qu'il peut y avoir une... Est-ce que ça peut être un autre facteur? C'est pas un problème. Je pourrais dire un mot, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. J'ajoute d'ailleurs à ce que tu dis, on se connaît bien du voyage, hein, excusez les tutoiements par moment, mais on fait des voyages en Israël-Palestine, enfin on faisait jusqu'ici, on espère pouvoir en faire, mais bon, ça va devenir compliqué avec Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Je ne sais pas s'il sera ravi de nous voir arriver comme d'habitude. Ce que je voulais dire pour aller dans ton sens, c'est que Viviorka en particulier avait souligné que quand il s'agit de convertis, et quand même ils sont nombreux, comme vous l'avez rappelé, hein, 30% quand même, c'est beaucoup, c'est souvent des crises familiales, des crises globales du système, du quartier, de la famille, des points de repère, c'est-à-dire une espèce de crise d'orientation, si on peut dire, dans lesquelles les aspects familiaux pèsent. Voilà, peut-être à vous sur ces différentes questions, et puis ensuite on aura d'autres questions. Alors sur effectivement, contrairement aux générations afghanes ou à Al-Qaïda, on a un vrai phénomène de féminisation au sein de l'État islamique. Les motivations sont protéiformes. Certaines partent là-bas parce qu'elles considèrent que l'Occident, et la France en particulier, est un pays islamophobe, et que donc elles ne peuvent pas porter le voile, la burqa, etc., et vivre une vie normale. Donc ça, c'est assez, je dirais, structurel. Ensuite, elles ont aussi un discours très critique sur l'image de la femme occidentale, telle qu'elle est mise en scène ou en publicité. Donc la femme, le corps de la femme qui est exposé à des fins capitalistiques, etc., etc. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'un nombre extrêmement important de ces femmes ont été touchées par les traumatismes type viol ou inceste. Plusieurs dizaines de pourcentages, plusieurs dizaines de pourcents. C'est quand même considérable. Et donc, il y a quelque chose qui se joue entre cette blessure intime, ce traumatisme très, très personnel, et la volonté de rejoindre une mouvance, une entité, qui leur promet aussi une forme de sécurité. Alors, quand je parle de sécurité, je parle pas de... Ça peut paraître bizarre de parler de sécurisation et d'aller dans un pays, un territoire en conflit, mais on parle de sécurité des valeurs, sécurité des normes, sécurité des modes de vie. Donc, vous êtes une femme, vous êtes là pour enfanter, faire des enfants, qui vont être appelés à se battre pour le califat, ces fameux lionceaux du califat. Donc chez nous, les valeurs sont très stables et très respectueuses dans leur discours, hein, respectueuses des femmes, contrairement à l'Occident qui vous prend pour je dirais, de la chair capitalistique. Mais dans votre livre, Eliamine, vous dites aussi qu'il y a cette mentalité, entre guillemets, repos du guerrier. Aussi, oui. Donc il y a une contradiction là. Oui, elles servent aussi pour le réconfort des combattants. Effectivement, ouais, c'est aussi un... Et certaines peuvent avoir aussi une appétence pour la violence. Mais lorsqu'elles arrivent là-bas, elles sont cantonnées à des rôles de mère et d'épouse. Sur la notion de déradicalisation, alors on préfère parler de désengagement parce qu'on ne sait pas si c'est possible finalement de déradicaliser. Est-ce qu'on peut enlever de la tête de quelqu'un des idées radicales? Et est-ce que c'est souhaitable même dans un contexte démocratique, hein, je veux dire. Mais par contre, le désengagement, c'est quelque chose qu'on peut objectiver. Que l'individu peut garder ses idées radicales, mais va refuser toute action violente. Et on a beaucoup de mouvements à travers le monde qui se sont désengagés. Donc les spécialistes préfèrent parler de désengagement. C'est un travail qui est mené par des médiateurs religieux qui ont été spécifiquement recrutés par l'administration pénitentiaire, qui sont souvent d'anciens aumôniers musulmans, qui connaissent à la fois la prison, qui connaissent l'islam, qui connaissent les jeunes. Par rapport à ce pentagone théorique que j'ai décrit, la catégorie la plus problématique, c'est la dévotion. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des jeunes qui vont considérer que ce qu'ils font, c'est au nom du Coran et au nom de la religion et pour accéder au paradis. Donc ils doivent le faire. Les autres, on a des leviers pour travailler dessus assez rapidement. Par contre, la dévotion, c'est ce qui est le plus chronophage, parce qu'il faut mobiliser un médiateur religieux, il faut rentrer dans une discussion religieuse, ce qu'on appelait au Moyen-Âge une disputatio, hein, donc sourate contre sourate, verset contre verset, et on déconstruit à travers un travail herméneutique tout le discours religieux du jeune.
L'idée n'étant pas de dire que tu as tort et j'ai raison, parce que ça c'est trop frontal et ça ne marche pas. L'idée c'est de dire que tu as telle vision, telle interprétation du religieux, voilà comment on peut aussi interpréter les textes. D'où l'importance d'avoir des acteurs extrêmement rompus à la connaissance de ce socle religieux, qui doivent être arabisants, maîtrise des sources coraniques, hadithiques, etc. etc. Sur la langue, non, l'immense majorité des détenus actuellement en prison, peut-être une rapide cartographie, vous avez actuellement 500 TIS en prison. TIS, c'est l'acronyme terroriste islamiste, 500 personnes condamnées pour terrorisme islamiste, parmi lesquelles 250 revenants de Syrie, donc 250 TIS non returnees, entre guillemets, non revenants. Donc c'est des jeunes qui ont soit ce qu'on appelle des velléitaires, qui ont tenté d'intégrer, de partir sur des zones de combat et qui ont échoué, soit des gens qui ont fait l'apologie du terrorisme, soit des gens qui ont été neutralisés avant de passer à l'acte sur le territoire, etc. Et puis, 1000 DCSR. DCSR, c'est détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. Donc des personnes qui ont été condamnées par la justice, mais dont on considère, en tout cas dont le discours suscite des inquiétudes de la part de la pénitentiaire, parce qu'on se dit qu'ils peuvent potentiellement glisser vers l'adoption de l'idéologie djihadiste. Donc voilà, par rapport à la question du désengagement, c'est là que ça se passe. Et puis après, il y a aussi du désengagement en milieu ouvert. Donc c'est un peu ce travail aussi de disputation religieuse, mais qui est fait à l'extérieur des murs lorsque le détenu sort de prison. Donc le magistrat peut lui imposer de suivre pendant 1 an un programme, vous avez le programme PER par exemple, qui consiste justement à travailler sur un travail de déconstruction sur les concepts, le califat, le djihad, la hijra, etc. etc. Pour les détenus, alors ils sont quasi exclusivement, enfin l'immense majorité sont des francophones. Donc c'est des individus, en fait il y a très très peu d'arabophones, il y en a, hein, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc les échanges se faisaient en français, et en général ils étaient assez OK pour discuter. On a eu des refus, mais en général ils sont assez d'accord, puisque ça leur permet de s'exprimer, de donner leur avis, parfois de dégayer un peu des journées monotones. Donc, il y a aussi des facteurs beaucoup plus, je dirais, pratiques, pragmatiques. Et puis il y avait une question également sur le rôle de la famille. Alors très souvent on se rend compte que c'est plutôt des processus individuels, hein. On a beaucoup de témoignages de parents par exemple qui sont stupéfaits du parcours de leur jeune. Ils n'ont pas vu le phénomène arriver. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui va rester dans son coin avec des amis, etc. Mais on a peu finalement, ça arrive, hein, mais on a peu je dirais, de processus de radicalisation en famille. Alors, on a des familles par contre qui sont parties avec leurs enfants, etc., en bas âge, notamment avec l'idée de faire la hijra, donc cette idée que tout musulman ne peut plus vivre dans un pays occidental, il doit vivre dans un pays majoritairement musulman, et si possible dans le Cham. Le Cham, cette région qui correspond à peu près à la Syrie et l'Irak, hein, qui, dans un hadith, il est dit que vivre et mourir dans le Cham, c'est accéder au paradis directement pour soi et puis pour plusieurs dizaines de proches. Donc on a des familles comme ça qui sont parties, mais c'est assez rare, c'est plutôt un phénomène, je dirais, individuel. Mais est-ce que chez les convertis, c'était ça plutôt ma question, le facteur crise familiale, absence du père ou dégradation du père, dégradation sociale du père, etc., sont des éléments importants? Parce que la culture religieuse chez les convertis, elle est quand même extrêmement rapide, c'est du McDo. Oui. L'islam McDo, quoi. Hein. Alors après, il y a des familles dysfonctionnelles, mais je n'ai pas vu, si vous voulez, de différence entre convertis et non convertis. Il y a des familles dysfonctionnelles, c'est très présent dans les deux, je dirais, les deux catégories. D'autres questions, peut-être? Il y en a une, Johan Tous ces radicalisés sont attirés par des conflits militaires. Ces conflits ne sont pas tombés du ciel. Il y a donc une responsabilité à chercher dans la constitution de ces conflits et pas dans les relations avec la famille ou les copains. Quels acteurs de ces conflits, institutionnels ou particuliers? Alors, je ne sais pas si c'est le début d'une question ou la fin d'un commentaire. Mais... Oui, alors le sentiment d'être quelque part des sous-citoyens au sein de la société française, ça c'est clairement partagé. Le sentiment que l'Occident domine via des stratégies protéiformes le monde musulman, ça aussi c'est très partagé. Donc cette rhétorique de la vengeance, elle est très présente. À la fois une rhétorique de la vengeance. D'ailleurs, vous écoutez ce que disait Mohamed Merah lorsqu'il tue ces militaires à Toulouse, ces militaires français, enfin en civil, mais des militaires français. Tu tues mes frères en Afghanistan, je te tue. Lorsque on a cette prise d'otage dans le Bataclan, on a les enregistrements audio de l'opération.
l'un des jeunes, ce qu'on vient faire là, c'est pour venger nos frères et nos sœurs en Syrie. Lorsque Koulibaly fait cette prise d'otage dans cette épicerie cachère, il dit « Tu tues mes frères en Palestine, je te tue ». Donc cette rhétorique de la vengeance, elle est extrêmement présente, et je dirais, elle ne se cantonne pas d'ailleurs au djihadisme, hein. On a retrouvé ça aussi dans les mouvances d'extrême gauche, ou même les mouvances d'extrême droite, hein. Brenton Tarrant, hein, le terroriste australien qui a tué 51 personnes dans cette mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, clairement, pour lui, vous avez tué des Occidentaux en Europe, je viens les venger. Cette rhétorique de la vengeance, elle est extrêmement prégnante, et elle se coupe très souvent d'une héroïsation sacrificielle. Je ne veux pas mourir déshonoré. Je me sacrifie, je meurs, un peu comme un kamikaze, un samouraï ou un chevalier. Je meurs, mais je conserve aussi mon honneur. Donc, il y a à la fois cette dimension de rhétorique de la vengeance et en même temps d'héroïsation sacrificielle qui est extrêmement présente. Dans plusieurs de ses livres et puis dans les conversations qu'on avait avec lui, Roscoe Cavard dit une chose qui rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire, il dit ce serait il y a 50 ans, une partie de ces jeunes, ils seraient à la Banque Abadère, aux Brigades Rouges ou à Action Directe. Ce vide d'extrême gauche, disons, pour aller vite, il explique aussi que les jeunes qui ne trouvent pas d'horizon strictement politique puissent être entraînés vers une action djihadiste. Étant entendu que la bande Abadère, les Brigades Rouges et Action Directe ne se sont pas contentés de politique, hein, non plus. Oui, on retrouve cette opposition générationnelle, c'est-à-dire que quand on analyse un petit peu, par exemple, les acteurs de la bande Abadère, beaucoup avaient une piètre vision de leurs parents, qui considéraient comme des collabos, qui étaient restés dociles et passifs face au régime national-socialiste, et qu'eux voulaient montrer qu'au contraire, c'est des acteurs. Ils ne veulent pas être spectateurs de cette réalité sociale, et cette exploitation économique des masses ouvrières en Europe, elle doit être stoppée, et donc on passe à l'action. Donc on retrouve cette image je dirais, d'opposition générationnelle, avec, il me semble, peut-être une différence, c'est que le recrutement de ces militants d'extrême gauche se faisait dans des cercles et des couches sociales beaucoup plus qualifiées intellectuellement et scolairement, il me semble. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus émotif. Donc des jeunes qui, effectivement, veulent dire à la société, on ne veut pas être des sous-citoyens, on ne veut pas que nos frères musulmans soient exploités, exterminés, massacrés. Mais je dirais la construction intellectuelle de ces jeunes me semble beaucoup plus fragile que ce qu'on a pu voir, par exemple, dans Action Directe, la bande Abadère ou les Brigades Rouges en Italie, par exemple. D'accord. D'autres questions? Peut-être il y en a, Johan, et puis ici, évidemment. Alors, une question en ligne. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais est-ce que vous analysez dans votre historique les mécanismes qui ont conduit les auteurs des attentats des années 95 à passer à l'acte sous l'impulsion du GIA, en comparaison avec vos analyses issues de vos entretiens? Alors, les attentats de 95, c'est intéressant parce que pour la première fois, on a ce que Bohr appelle un terroriste hybride. Donc, le parcours, en l'occurrence, de Khaled Kelkal. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Khaled Kelkal, hein. Un jeune qui était plutôt un bon élève à Lyon, qui se retrouve dans un lycée UP du centre-ville et qui expérimente une forme de stigmatisation très forte dans ce lycée, commet des petits larcins, donc vol d'autoradio, vol de voiture, il me semble, et qui se retrouve en prison en contact avec des militants du GIA algérien. C'est intéressant parce que son parcours reflète à peu près le processus qu'on a massivement observé depuis environ une décennie. Un jeune passé par la case délinquance, prison, radicalisation, passage à la violence terroriste. Ça, on le voit de manière extrêmement récurrente depuis une décennie. Peut-être la différence, c'est que le GIA était connecté à une véritable mouvance politique, en l'occurrence le FIS, avec des acteurs qui avaient une vraie culture politique. Et on le voit, je veux dire, aujourd'hui, entre un militant du GIA en prison, un militant d'Al-Qaïda et un militant de l'État islamique, vous avez quand même des différences importantes. GIA, c'était souvent des gens qui étaient algériens déjà, souvent arabisants, connaisseurs des textes religieux, une vraie culture politique. Al-Qaïda aussi, mais le I a brassé beaucoup plus large. Le I, on a des parcours de socialisation beaucoup plus cassés, beaucoup plus fragiles par rapport à... Donc
c'est des mouvances qui ont des points communs, notamment dans, je dirais, le projet du califat, le projet de la charia, etc., mais quand même des différences sociologiques extrêmement importantes. D'autres questions? Oui. Moi, je voudrais, merci pour l'exposé, je voudrais revenir sur l'aspect idéologique de l'extrême gauche vis-à-vis de l'affichage de la posture de l'extrême gauche, enfin d'une partie de l'extrême gauche au regard du djihadisme. Alors, pour le coup, j'ai un avis personnel, parce qu'il me semble qu'on parle de politisation, mais moi je parlerais aussi de manipulation idéologique. Alors, je m'explique. La notion de relégation sociale, qui est au cœur de l'expression politique de l'extrême gauche, pour pas isoler quelque partie que ce soit. La relégation sociale, chercher des victimes de l'oppression sociale, de l'oppression politique, de l'oppression internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant parce que dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré André Olivier. André Olivier, c'est un des militants d'Action Directe, emprisonné depuis 1987 et qui ne sort pas parce qu'il n'est pas repentant. Donc, le magistrat lui a proposé de sortir, mais il considère qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui encore, il est incarcéré dans la prison de Saint-Maur, dans la banlieue de Châteauroux, dans le centre de la France. Et il s'occupe d'ailleurs de la bibliothèque de cette prison. Il y a une espèce de petit CDI, centre de documentation. Et c'est intéressant parce que la première fois que je l'ai rencontré, je rentre dans cette petite bibliothèque et j'entends un petit jeune qui dit Dédé, tu me sers un café? Et Dédé, c'était André Olivier. Et ce jeune était un jeune qui avait été interpellé pour avoir voulu rejoindre ACMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc je me suis dit, la prison, c'est vraiment un espace d'interaction assez exceptionnel. Oui, alors André Olivier, Action Directe, je pense qu'il y a quand même des différences au niveau intellectuel. André Olivier, par exemple, c'était un professeur de lycée, il me semble. Et ce qu'il me disait par rapport aux djihadistes, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit comment vous percevez ces mouvances djihadistes, etc. Et d'ailleurs, c'est dans le livre, hein, il y a un encadré sur cet entretien. Il me dit je me reconnais dans ces militants, dans le sens où on a un ennemi commun qui est l'État néocolonial français. En revanche, je m'en dissocie du point de vue de la méthode. Cette méthodologie qui consiste à user d'une violence tout azimut, qui fait référence un petit peu aux écrits de Moussa Balsouri, An-Naji, etc. Donc cette violence qui consiste à viser des civils, des femmes, des enfants, une espèce de barbarie comme ça, banalisée. Nous, en tant que militants d'extrême gauche, on la refuse. Pourquoi? Parce qu'elle finit par desservir la cause. Elle finit par solidariser les citoyens français des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, on l'a vu après 2015, on a vu des policiers embrasser des citoyens, etc., etc. Ça, pour un militant, en tout cas pour André Olivier, militant d'Action Directe, c'est pas acceptable en fait. Donc il y avait une convergence du point de vue de l'objectif final, mais une divergence en termes de méthodologie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que sans trahir de secret, parce que Joël me surveille, dans les discussions que j'ai eues en prison, dans le cadre de conférences, moi c'est sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, chaque fois, on a buté sur la même question. C'est quand je parle dans l'histoire des attentats kamikazes du Hamas au moment de la seconde intifada, et où je dis, en général, ce que je dis toujours, c'est-à-dire ces attentats sont inacceptables d'un point de vue moral, éthique, et ils sont contre-productifs d'un point de vue politique. Et là, on a une discussion avec les détenus. Parce que, oui, ça peut être contre-productif, ils n'y avaient pas réfléchi. Ils avaient réfléchi seulement que moralement, puisqu'on nous tue, on peut tuer. Et j'ai été très frappé que la seule bonne issue que j'ai trouvée personnellement, d'autres trouveront d'autres issues, dans la discussion, j'entends concrète, hein, on n'est pas à 500, hein, on est à très peu nombreux dans ce type d'initiative. J'ai dit, mais écoutez, oublions la Palestine un instant, parlons de l'IRA et du Royaume-Uni. Ce qu'a fait l'IRA avec les attentats dans les grands magasins à Londres a contribué à dresser toute la population britannique, même celle qui aurait été plutôt sympathisante
des revendications des catholiques irlandais contre l'IRA. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il n'y avait pas un refus, il n'y avait pas un rejet de ce que je disais, il y avait tout d'un coup, sur le terrain, non pas encore une fois éthique, mais sur le terrain politique, oui, effectivement, c'était contre-productif. Alors évidemment que sur Israël-Palestine, c'est une évidence. Mais une partie de la population israélienne a été solidifiée dans son refus des Palestiniens et de leurs revendications par les attentats aveugles. Voilà. Mais cette vision contre-productive, c'est intéressant parce que même des militants d'Al-Qaïda le disent. C'est-à-dire qu'ils disent que cette violence tout azimut, contre n'importe qui, dans la rue, etc., ne peut pas permettre de donner la résonance, une résonance positive à notre cause. Et pour revenir au conflit israélo-palestinien, pour voir un petit peu toute la complexité du phénomène, il faut rappeler aussi que quand vous étiez un militant de l'EI, vous vous retrouviez à vous battre en Syrie et en Irak, notamment contre le Hezbollah, qui protégeait le régime de Bachar el-Assad. Le Hezbollah qui, dans le même temps, est peut-être la seule force politico-militaire qui conteste un petit peu la suprématie israélienne. Donc en fait, vous vous battiez contre une force militaire qui défend, en tout cas qui essaie de défendre la cause des Palestiniens. Donc ça aussi, c'était intéressant. Remarquez, Israël soutient grosso modo la politique russe, parce que les Russes lui permettent de taper en Syrie régulièrement, bombarder les forces iraniennes, lesquelles fournissent des drones à Moscou. Donc, vous voyez, on est dans des jeux d'alliances très ponctuelles, là. Hein, c'est très... Parfois très cynique. Voilà. D'autres questions? Johan? Bah, bien sûr. Alors, je me permets une question. Pardon. Ok, juste après. Ça va être rapide. Vous avez exposé plusieurs courants de pensée qui théorisent la radicalisation djihadiste. Ma question, c'est quel est le courant de pensée, s'il en existe un, prédominant à l'heure actuelle parmi les décideurs et les cadres de l'administration pénitentiaire, et comment ça impacte les programmes de prise en charge de la radicalisation? Alors, la pénitentiaire est très pragmatique. Donc, ils vont s'adapter au terrain, ils vont proposer les solutions les plus efficientes. Donc, c'est plutôt au ministère de l'Intérieur qu'il y a il y a des orientations idéologiques qui, à mon sens, posent problème. Si on regarde en 2015, juste après les attentats, ce qui domine clairement la logique du ministère de l'Intérieur, c'est l'approche en termes de manipulation. Et pourquoi? Parce qu'en 2015, il y a un appel d'offres qui est lancé, qui va être remporté par Dounia Bouzar, qui va contribuer à imposer, quelque part, cette espèce de vision du phénomène djihadiste en termes d'emprise mentale, d'emprise sectaire. Et on ne peut pas lui en vouloir, parce que visiblement, c'était une des seules à avoir répondu à l'appel d'offres, et elle va contribuer à asseoir cette approche théorique. Depuis 2 ans, je dirais, c'est beaucoup plus l'approche en termes de dévotion. D'ailleurs, si vous allez sur le site du CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, vous allez trouver les photos de Keppel, Rougier, c'est même too much, et ça a tendance un petit peu à agacer les chercheurs, puisque c'est hyper focalisé sur cette école, qui considère que le nœud du problème, c'est véritablement le salafisme. Et donc il faut lutter contre le salafisme, y compris quiétiste, par tous les moyens. Et je pense que c'est non seulement inefficace, mais en plus peut-être contre-productif. Parce que si vous tapez trop fort sur des citoyens français simplement parce qu'ils sont très très religieux et non violents, il faut se poser la question de savoir des impacts sur des jeunes qui peuvent être un peu plus déstructurés et qui vont considérer que, regardez, finalement en France, on ne peut pas être rigoriste religieux, etc. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase post-2015 et depuis 2 ans, on est véritablement sur cette approche en termes d'une grille de lecture religieuse, sans voir que le religieux, c'est aussi du social. Oui, Patricia. Est-ce que vous avez l'impression que la chute du califat a modifié le discours des djihadistes? Est-ce que ça peut avoir renforcé leur aspect violent ou au contraire une déception? Est-ce que dans ce que vous avez vu, ça a changé leur discours? Alors une déception, évidemment. Néanmoins, il faut prendre en considération l'imaginaire temporel de ces djihadistes. C'est-à-dire que si le califat, ce n'est pas maintenant, ça sera dans 50 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans. Donc ils sont dans une logique véritablement, une logique temporelle... millénariste. Millénariste, tout à fait.
Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Après, vous avez des configurations mentales très diverses. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont été, parmi les revenants, hein, ceux qui ont été profondément déçus par le califat, qui sont dégoûtés, qui veulent passer à autre chose. Ceux qui ont le sentiment d'avoir été manipulés. Et puis une petite partie qui considère qu'il faut continuer à mener le combat. Pas de la manière dont l'a mené l'État islamique, mais il faut quand même continuer à mener le combat d'une autre manière et qui focalise, eux, l'attention des médiateurs religieux. Oui, je voulais quand même qu'on finisse sur la déradicalisation, le désengagement. L'impression que j'ai eue à l'époque, et qui se confirme en lisant votre livre, c'est qu'il y a quand même, comme vous dites, on est dans l'embryon du début de quelque chose, et que pour l'instant, il y a beaucoup à boire et à manger. Et y compris des gens qui se servent, c'est-à-dire c'est un business. On a l'impression que certains utilisent la déradicalisation, des engagements comme un business. Et je voudrais vous poser une question qui me frappe, moi. Est-ce que, peut-être la question sur laquelle on peut influer et être utile, est-ce que ce n'est pas la désislamophobisation? Est-ce que ce n'est pas ça la question commune, pulsion mise à part à tous vos facteurs de votre pentagone, je mets à part les pulsions, est-ce que ce n'est pas ce sentiment d'humiliation? Et je veux dire, je suis frappé, en regardant Twitter ces derniers temps, par une islamophobie d'une brutalité, d'une vulgarité, d'une violence inouïe. Et ce sont des gens malins parce qu'ils contournent les lois antiracistes qui pourraient leur être appliquées en pratiquant de l'islamophobie, comment dirais-je, indirecte. Donc je pense au site, au compte Twitter F de Souche, et puis quelques autres du même genre, qui passent leur temps à nous montrer des faits divers horribles, tous perpétrés par des musulmans, ou par des étrangers, ou par des immigrés, et jamais, si on est dans le fait divers, par des Français de souche. Or, les statistiques du ministère de la Justice nous disent que 85% des crimes et délits en France, en 2021, étaient commis par des Français, et pas par des étrangers. Mais ces sites-là, ces comptes-là, ne font que de la peur de l'assassinat, la peur du viol, la peur de l'agression, en ciblant toujours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de notre responsabilité à tous, pas seulement de Darmanin ou de Dupond-Moretti, s'ils faisaient leur boulot, mais qui est de lutter contre ces formes d'islamophobie en les dénonçant, et y compris en les faisant condamner. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui est l'affaire des spécialistes, on est aussi dans une affaire civique. Tout à fait, je pense que depuis environ une décennie, on a clairement un curseur... la scène politique s'est quand même considérablement droitisée, voire extrême droitisée. Moi, ça me fait penser à la déclaration de Houellebecq la semaine dernière, ou il y a quelques jours. Je me dis, est-ce qu'un écrivain aurait pu dire ça en remplaçant les termes par, je ne sais pas, les Chinois ou les Français de confession israélite? Je ne suis pas sûr. Bataclan à l'envers. Hein, Bataclan à l'envers. Je pense que ça n'aurait pas été possible. Et ça, bien évidemment, ça alimente le sentiment chez les Français de confession musulmane qui sont quelque part des sous-citoyens, puisqu'ils peuvent être critiqués, ils peuvent être malmenés médiatiquement, sans que cela ne choque, sans compter les chaînes d'information en continu qui tendent à faire du sensationnalisme, etc., etc. Donc effectivement, on a une société qui fabrique structurellement du ressentiment. Et en bout de chaîne, chez certains jeunes un peu plus fragiles, ça crée potentiellement des parcours de violence. Avec, dans le cas que vous citez, une véritable parabole. La mosquée, la grande mosquée, porte plainte contre Houellebecq pour ses déclarations. J'ai dit le Bataclan à l'envers, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un dialogue avec Onfray qui en dit aussi pas mal. Et le président du consistoire juif, ou le grand rabbin, je ne sais plus, organise une rencontre entre la grande mosquée et Houellebecq, et la grande mosquée retire sa plainte. C'est-à-dire on est dans l'islamophobie médiatique, appuyée par une islamophobie d'État, de fait, et même les responsables des institutions musulmanes, la grande mosquée c'est quand même une institution musulmane, reculent à la demande
des institutions juives, on est dans quelque chose d'incroyable quand même. Après, il faudrait parler aussi de la déconnexion structurelle entre les Français de confession musulmane et ces institutions, c'est-à-dire qui ne représentent qu'elles-mêmes finalement. Donc ça, c'est un autre débat, ça mériterait à lui seul. C'est vrai aussi pour les Juifs. Hein. Aussi. Ni le CRIF ni le Consistoire ne représentent les Juifs de France, évidemment. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous. C'était passionnant. Et surtout, achetez son livre. Personne ne sort sans acheter le livre, hein, c'est obligatoire. Même en ligne, hein, il faut acheter. Voilà. Merci.